What you did this year is probably impossible to repeat, so well done. Le 10 septembre 2011, l'histoire de Djokovic dans cette US Open doit s'arrêter. Il est mené 2-7 à 0 par Federer avant de devoir sauver 2 balles de match sur le service du Suisse à la fin du 5e set. À cet instant, une scène cultissime de la carrière de Novak Djokovic va se dérouler devant nos yeux. Piqué dans son orgueil démesuré, celui qui avait déjà sauvé 2 balles de match l'année d'avant face au même adversaire va décocher une praline au retour et provoquer un effet domino terrible, un choc d'anthologie de la part de Federer. Quelques minutes plus tard, Djokovic savourera un retournement inouï qui contribuera à sa légende, mais ça, ce n'était presque rien par rapport à ce qui allait suivre. Bienvenue dans ces matchs qui m'ont marqué, épisode 5. N'hésitez pas à claquer votre plus beau pouce, à vous abonner aussi si vous aimez ce type de contenu. Alors avant de parler de cette finale de l'US Open 2011, on est obligé d'évoquer la saison 2011 de Novak Djokovic. Mais avant de faire tout ça, je crois que c'est l'heure d'un petit mot du sponsor. CyberGhost VPN est le partenaire de cette vidéo. Vous le savez, CyberGhost VPN s'est imposé comme le VPN le plus populaire du marché avec 38 millions d'utilisateurs au quotidien et des avis dithyrambiques sur Trustpilot. Au niveau de la sécurité, votre internet est une passoire naturelle et un VPN vous permet de sécuriser votre flux à 100% en bloquant toute tentative d'exploitation de vos données et en bloquant tous les regards indiscrets. En un clic, vous pouvez modifier votre localisation en ligne vers les États-Unis, le Japon ou tout autre pays, ce qui est super pratique pour débloquer les contenus géolocalisés de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En changeant de pays, vous pouvez réaliser de sérieuses économies sur vos abonnements, sur vos réservations en ligne, sur vos billets d'avion par exemple, et aussi accéder à du sport gratuitement en cette période très riche en événements sportifs. En 2 clics, les sites bloqués en France redeviennent accessibles grâce à CyberGhost VPN, comme la France qui a bloqué l'accès à certains sites pour les grands il y a quelques semaines. Ne subissez plus ces blocages intempestifs tout en gardant votre activité privée et sécurisée. L'autre kiff avec CyberGhost VPN, c'est qu'avec un seul abonnement, tu peux sécuriser jusqu'à 7 appareils en même temps, donc tu peux clairement faire croquer tes amis et ta famille. Grâce à mon lien dans la description, je t'offre une réduction de 83% sur l'abo et tu obtiens également 4 mois gratuits avec une garantie de remboursement de 45 jours et un accès au support client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu peux essayer CyberGhost VPN sans aucun risque. Alors un grand merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo, de me permettre de continuer à vous proposer ce type de contenu, et en souscrivant à un abonnement chez eux, vous soutenez activement service volé. Allez, on retourne à la vidéo. Invaincu entre le début de la saison et la demi-finale de Roland Garros contre Federer, Djokovic arrive sur cette finale de l'US Open en ayant perdu simplement 2 matchs de toute l'année. Mais surtout, il a résolu physiquement et tactiquement, on va le voir, l'énigme Rafael Nadal qui le minait jusqu'alors. Avant 2011, Nadal mène 16 à 7 et Djokovic ne l'a battu que sur dur. Cette finale de l'US Open est leur 6e confrontation en 2011 et Novak mène 5-0 avec surtout 2 victoires capitales sur terre battue en finale de Madrid et de Rome qui vont faire vaciller la dynamique entre les deux hommes. Djokovic arrive donc solidement favori sur cette finale de l'US Open, mais attention, il était aussi solidement favori avant sa demi-finale contre Roger Federer et on a vu ce qui s'est passé. Alors, pourquoi ce match m'a tant marqué? J'ai essayé de réfléchir aux différents éléments constitutifs de cette finale et aussi de la saison extraordinaire de Novak Djokovic en 2011. Déjà pour moi, cette finale de l'US Open, c'est le changement de statut de Novak Djokovic qui se concrétise devant nos yeux. Alors évidemment, il a battu Rafael Nadal en finale de Wimbledon quelques semaines avant, mais là, on arrive sur un joueur qui est pour la première fois de sa carrière numéro 1 mondial à 24 ans. Il a attendu des années et des années avant de pouvoir matérialiser ce rêve concret, de pouvoir être au sommet du classement parce qu'il y avait Rafa, parce qu'il y avait Roger juste avant lui, et le temps qu'il a passé à la 3e position, à la 4e, à la 2e, eh bien ça a nourri sa rage, ça a nourri son feu intérieur, et ça on le voit dans cette finale à quel point il est animé par quelque chose de très particulier. On a en 2011 un changement de garde qui s'opère, et on a un véritable Big Four qui se solidifie. Aujourd'hui on parle de Big Three, on oublie Murray, en tout cas les plus jeunes d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous dites ouais Murray, 3 grands chelems, c'est un peintre. Non, pas du tout. Entre 2008 et 2015, on avait un Big Four. Murray était systématiquement au contact, Murray a battu les 3 autres dans des très grands matchs, on parlait de Big Four à cette époque. Djokovic, lui, c'est plus le 3e homme. Et ça,
c'est difficile à intégrer pour certains fans, pour les médias. On le voit hein, dans l'environnement tennistique, la façon dont les commentateurs américains parlent de Novak Djokovic, c'est l'ennemi quoi. C'est le petit poil à gratter. Qu'est-ce qu'il fait là? Il nous embête Novak. Mince. C'est un match qui a marqué aussi ma vie perso parce que il faut reconfigurer, recontextualiser la vision qu'on a de Novak Djokovic. Et en 2011, il est en train de réaliser son potentiel, et ça se passe devant nos yeux. Moi j'ai le souvenir de ce match, et on va voir, on va le confirmer, on va analyser la rencontre d'ici quelques instants, j'ai le souvenir d'une punition rare. Vraiment, il a d'écraser Rafa Nadal, sauf dans le 3e set, voilà, de mémoire. On va essayer de redonner un petit peu de contexte à tout ça. Et vraiment, j'insiste là-dessus, la résistance médiatique sur l'explosion de Novak Djokovic, c'est peut-être moi ce qui me marque le plus sur cette saison 2011 et sur ce match en particulier. On a l'impression en fait que personne a envie de voir ce gars-là s'imposer, surtout face au duo fédal. Le match, justement, et ça, je l'avais oublié, et c'est pour ça que c'est intéressant de revoir ce match 14 ans après. Il y a un vent brutal hein, qui va dégrader la qualité de jeu sur les 2 premiers sets. Nadal va briquer d'entrée, on sent que Djokovic est un petit peu emprunté, peut-être un poil tendu, mais on va assister à une réaction immédiate de la part de Novak Djokovic avec une thématique qui va guider le début jusqu'à la fin de la rencontre. C'est à quel point le service slicé de Rafa Nadal est beaucoup trop faible, à quel point Novak Djokovic anticipe ce service slicé et le punit systématiquement à la relance. Alors on va avoir un des breaks, ensuite un 2e break consécutif de la part de Novak Djokovic à 2 partout qui punit Rafa derrière son service et ne relâche jamais l'étreinte. Nadal joue trop court, il décentre pas mal de balles, il y a beaucoup de vent on l'a dit, il est surtout trop loin de sa ligne, il est repoussé à 3, 4, 5 mètres de sa ligne de fond. Et l'autre idée tactique très claire de Novak Djokovic dès les premières minutes, comme ça on le sent, hein, on le perçoit, c'est qu'il veut imposer son tempo, il rentre dans le court dès qu'il le peut, on le voit aussi hein, monter au filet, ça jure un petit peu avec cette idée d'un Novak Djokovic pusher, il l'a fait sur ce pan-là de sa carrière, mais il est aussi capable d'activer un petit mode beaucoup plus offensif, donc il asphyxie Rafa Nadal, on le voit aussi réorienter énormément côté revers de Rafa, et il est aussi capable de tenir la dragée haute à Rafa Nadal sur l'échange coup droit revers. Et ça, vous le voyez dans cette séquence, son revers est capable de résister au coup droit, l'assaut de Nadal dans la diagonale. Là, c'est le premier point à 4-2. Il verrouille et impose, en plus, hein, c'est lui qui impose la diagonale revers, coup droit de Rafa. Et en plus, il est capable d'envoyer une petite amortie pour terminer ça. Allez, c'est l'heure d'évoquer la palette tactique. On va rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau du service, du positionnement, des statistiques. Je voulais vraiment partager cette observation avec vous. Alors déjà, on voit le service de Rafa, il est beaucoup trop de face, ce qui fait, en fait c'est un service qui ressemble beaucoup à celui de Raume Mouna, ce qui fait que quand il sert, il a beaucoup de mal à aller toucher cette poche. La petite poche extérieure, donc ce que fait Novak Djokovic, vous le voyez ici dans cette position, c'est qu'il va couvrir, c'est qu'il va suranticiper au niveau du T. Et c'est exactement ce qui va se passer quasiment pendant l'ensemble de la partie. Les statistiques, elles sont délirantes. Rafa est simplement à 53% de points remportés derrière sa première balle, 1 point sur 2, et derrière sa seconde, il est à 36%. Il est sans cesse en danger. Novak Djokovic va se procurer 25 balles de break au total sur l'ensemble des 4 sets, alors que Rafa s'en procure 14. Et donc ce match, il contient tout ce que Novak Djokovic a dû travailler, a dû améliorer pour battre spécifiquement Rafael Nadal. Le coup droit de Rafa sur ce match, il est inopérant. Quand il attaque sur le revers de Djokovic, Djokovic est capable de le contrer, est capable même de l'agresser. En fait, il n'y a que le coup droit long de ligne qui fonctionne, et ça, il va le faire 6-7 fois dans la rencontre, ce sera pas suffisant. On voit vraiment dans ce match à quel point Novak Djokovic a été influencé par Rafael Nadal et s'est modifié spécifiquement pour ce match-up. Dans le deuxième set, c'est encore pourtant Rafa Nadal qui va breaker en premier, et là, on va avoir un jeu, les amis, à 2-0, un jeu extraordinaire de 17 minutes avec de la défense hallucinante de la part de Novak Djokovic, et surtout, ça aussi c'est une thématique qui a fait très mal à Rafa, des retours de zinzin de l'espace. Ce débreak à 2-0, bon ok, il y a des aspects tactiques, il y a la qualité de retour de Novak Djokovic, mais je trouve qu'il symbolise l'emprise que Novak a sur Rafa en 2011, la sûreté de ses schémas, la surpuissance de ses retours,
et aussi la fiabilité absolue de son revers. Et en fait, Rafa, il est tellement sous pression que à 2 partout, là vous le voyez, il va craquer, il va réaliser une double faute et c'est le break pour Novak. Et là on rappelle, hein, on est encore en début de carrière, ils ont 24 ans, 25 ans les deux joueurs et Rafa, la tension monte et on comprend bien aussi qu'il y a de la tension dans le clan de Nadal par rapport à Djokovic. Mais ultra combatif, Nadal qui va réaliser un des breaks opportunistes à 4-3, il se bat comme un lion et puis on a aussi la présence du Djoko Smash. Ouais, Novak Djokovic smashait déjà comme une sacoche, et là vous le voyez à 35 et 2 coups ratés aussi en coup droit qui vont précipiter ce débreak. Mais tout ça n'est qu'un feu de paille. À 4 partout, Novak Djokovic va rebreaker avec, malheureusement pour Rafa, 2 coups droits signature en décalage complètement foirés, le Mallorquin étant sur jeu permanent sur ses 2 premières manches. 2-7-0, c'est très mal embarqué pour Rafael Nadal, et là on arrive sur le 3e set, et je peux vous le dire, ce 3e set, c'est l'un des plus grands sets disputés entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Contrairement aux 2 premières manches, c'est Novak Djokovic qui réalise le premier break, le deuxième point à 1 partout, vous le voyez, il dicte tout, comme depuis le début du match. Et là, on a l'impression qu'on part sur une dérouillée, quoi, sur un 6-2, 6-4, 6-3, un truc épouvantable. Mais que nenni, nous allons assister au premier débreak de Rafa Nadal dans ce set. Il a l'immense mérite de s'accrocher, le fighting spirit légendaire du Mallorquin, qui est à l'œuvre ici dans un jour super difficile, et avec ce service volé en chaussettes, ici, Novak Djokovic va se faire punir. Novak il panique pas, il se dit ok je me fais débreaker, écoute, je vais te rebreaker avec un énorme rallye qui est la marque de fabrique de leurs oppositions. Nadal qui en croit pas ses yeux, regardez cette attitude sur la chaise quelques instants plus tard. Et tandis que Rafa avait cherché ce coup quasiment depuis le début de la rencontre, il va trouver 2 énormes coups droits long de ligne, trop peu vus malheureusement, mais qui vont ouvrir la brèche dans cette séquence et permettre à Rafa de débreaker encore une fois. Et là, à cet instant, on est obligé d'appuyer sur pause sur ce match et de se dire à quel point la combativité légendaire de Rafael Nadal met en valeur le tennis foudroyant de Novak Djokovic. Et en fait, le tennis, c'est un duo, c'est un affrontement, c'est une danse, c'est de la boxe avec une raquette, et les accomplissements de l'un sont dépendants de la résistance de l'autre. Et Novak Djokovic est façonné autour de la figure de Rafa, et Rafa ensuite, après, en 2012, en 2013, en 2014, va essayer de réagir par rapport à ça. Il le dit d'ailleurs tout de suite à la fin de la rencontre, je vais essayer de m'améliorer. Il est même en vérité pas loin de breaker à 4-3, là vous le voyez, on est sur un des échanges du match, c'est un point qui est fou furieux. Rafa qui remet, je sais pas, au moins 6 fois la balle en jeu, alors qu'il est complètement battu, et Djokovic inlassablement qui le pousse dans les cordes et qui va réussir à faire la décision avec ce revers long ligne fabuleux pour achever la bête. À 5 partout, c'est le Serbe qui va réaliser le break, il va servir à 6-5 pour le gain de son premier US Open, sauf que Nadal n'est pas mort, il va débreaker pour la 3e fois dans ce set de légende. Djokovic, peut-être un poil tendu à l'idée de remporter son premier titre à l'US Open, un Rafa qui remet tout dans la bataille et dans le tie-break qu'il va globalement survoler, il va trouver ses coups droits long de ligne en fréquence, et on sent aussi à quel point le public le soutient massivement, le public veut voir un 4e set, voire un 5e set. Et surtout qu'à cet instant de basculement, la stupeur va s'emparer du Arthur Ashe. Novak Djokovic a l'air diminué, a l'air blessé. Au niveau du bas de son dos, il va se faire manipuler à la fin du 3e set. Et dans son geste au service, on le voit, il est plus vraiment normal. La vitesse au service qui va diminuer franchement. Et après le 30A ici, vous le voyez, un très grand geste de la part de Novak Djokovic pour montrer sa douleur. Et il avait à l'époque la réputation de surjouer ses douleurs depuis le début de sa carrière. On se rappelle de ce qu'avait dit par exemple Andy Roddick au sujet de ses blessures éventuelles, peut-être fantasmées. Il avait vraiment cette réputation-là, Novak. Bon, une réputation qu'il a escortée pendant encore un bon moment dans sa carrière, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Et Djokovic, pourtant, là, on le sent très bien, il n'est pas en train d'exagérer, il est vraiment très touché. Mais Nadal qui va pas vraiment adapter son plan de jeu, Nadal qui va rester un petit peu passif, qui va manquer des retours évidents, malheureusement pour lui, et Djokovic qui va prendre le petit MTO 1-0. Et comme il l'a réalisé plusieurs fois dans sa carrière, et on se souvient en début de saison, là, le quart de finale contre Carlos Alcaraz à l'Open d'Australie, Novak Djokovic qui va être beaucoup plus offensif,
en se sachant diminué. Voilà, il arrive à débloquer cette petite vitesse et il prend le contrôle de quasiment tous les échanges et break Rafa Nadal. À 3-0, alors qu'il est en train de s'envoler, il va encore se faire manipuler au changement de côté. Nadal de son côté qui a pas forcément l'air non plus méga frais, hein. On le voit là, il explose complètement à 4-1 et il subit de plein fouet cette accélération terrible de la part de Novak Djokovic. On sentira lors de la cérémonie des trophées une certaine froideur entre les deux joueurs, une certaine froideur même entre le clan Nadal et le clan Djokovic. On sent que le fait que Djokovic devienne si fort, ça embête, ça ennuie le clan Nadal très clairement, et pourtant c'est des gars qui étaient potes encore en 2007-2008, mais le fait que Djokovic devienne trop fort, ça va clairement envoyer une petite guerre froide entre les deux. Djokovic qui va être diminué, inexistant sur la fin de la saison 2011 alors qu'il avait tellement bien commencé, on va le voir quelques jours après simplement cette finale à l'US Open en Coupe Davis contre Del Potro. Il va abandonner à 3-0 dans la deuxième manche. Il va également être sorti en poule du Masters. Pour Rafa, ce sera simplement un tantinet mieux. On le verra en finale de Tokyo contre Andy Murray. Très très gros match d'Andy Murray sur cette finale de Tokyo. Et il va remporter la Coupe Davis avec l'Espagne. Alors, 14 ans après, qu'est-ce qu'il reste concrètement de ce Djokovic-Nadal US Open 2011 ? Déjà, le revisionnage, il a été très intéressant parce que ça permet de confronter les souvenirs, les fantasmes, même parfois, avec la réalité. Et moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est à quel point ça joue lent. C'est hyper lent. Ça joue lentement. On a l'impression que le jeu est en 0,75 par rapport au Alcaraz-Sinner qu'on a vu cette saison. C'est un truc de ouf. Ça joue tellement lentement, c'est un truc de fou. En fait, on pensait à l'époque qu'on était au sommet du tennis. Pas du tout. Non, le jeu s'est accéléré depuis, et de manière assez franche. Et ça montre aussi à quel point un mec comme Novak, qui est encore pertinent aujourd'hui, même s'il n'a pas remporté de Grand Chelem en 2025, il a su évoluer, comme Rafa d'ailleurs jusqu'à 2022, et l'autre point qui rend le jeu terriblement lent, c'est à quel point les deux joueurs font de l'anti-jeu. Alors là, je vous montre un extrait, hein. On est avant la règle des 25 secondes, on le sent très bien. 13 secondes de rebond de balle pour la première balle de Novak Djokovic. Sur la deuxième, il prend encore 9 secondes à faire rebondir la balle. Les deux joueurs qui vont prendre un time violation avant le milieu de la deuxième manche, donc on est clairement avant la règle, on est sur un abus, on est même en fait quasiment sur de l'anti-jeu, je trouve. Ils prennent un temps fou. L'arbitre, il passe son temps à leur mettre la pression, à leur dire « s'il vous plaît, servez plus vite », etc., etc. Et en fait, on se rend compte à quel point la dimension physique du jeu imposé par ces gars-là, Rafa d'abord et ensuite Novak Djokovic, eh bien ça va exploser, disloquer cette règle, et même la bienséance du tennis qui voulait que hop tu récupères une balle et tu sers. Non, là en fait les gars ils essaient d'utiliser la moindre seconde pour pouvoir récupérer, et ça va toujours être un combat dans la carrière de Rafa Nadal, même jusqu'à la fin, la pression qu'on lui met pour servir, alors que c'est un gars qui a besoin d'énormément de temps. Je trouve que Novak s'est réajusté par rapport à ça à la fin des années 2010. L'autre point qui m'a saisi quand j'ai regardé ce match, c'est à quel point Rafa et Novak sont très loin de leur version finale, de leur version aboutie. Alors physiquement, à 24 et 25 ans, ils sont quasiment dans leur prime physique, même si les deux, Novak va exploser physiquement, il va se blesser, et Rafa, on sent aussi qu'il est touché, alors que le match ne dure pas la durée par exemple de la finale de l'Open Australie quelques mois plus tard, mais le service de Rafa, il est totalement insuffisant. On en a parlé, c'est un petit service slicé, c'est une mise en jeu, c'est pas ouf. Alors ça peut fonctionner sur gazon, il n'y a pas besoin forcément de ça sur terre battue, parce que derrière, sur son +1, il est extraordinaire avec son coup droit. Et de son côté, le revers de Novak Djokovic, je trouve qu'il est meilleur par contre qu'aujourd'hui, et que même sur les 5-6 dernières années de sa carrière. En fait, c'est un revers qu'il est capable d'aller frapper très très haut au-dessus de sa ligne d'épaule, et on sent un engagement total de toutes les particules de son corps, et on sent que c'est tellement plus une force à l'époque, son revers, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son coup droit, c'est son service. Donc c'est vraiment un joueur qui a muté, qui a évolué, comme Rafael Nadal, et ça, ça nous capte tout de suite l'œil, parce qu'on se rend compte qu'on est sur des versions inabouties de ces gars-là. Ça, c'est très très intéressant. On a donc deux joueurs qui ont des services mis en jeu. Alors le service de Novak est un tout petit peu supérieur à celui de Rafa Nadal, mais il est très très loin de sa version post-2018. Et ce qu'on va ressentir aussi, c'est à quel point la confiance surnaturelle de Novak Djokovic l'habite, l'anime. Ce mec dégage une énergie particulière. Là, sur ce match, il est très rarement énervé, il va juste s'agacer un tout petit peu sur certaines réactions du public, mais c'est très très léger, et il est porté par un élan. Il a un tennis qui est tellement efficace, qui est tellement post-moderne en réalité, qui peut s'adapter partout.
C'est ça qui foudroie, c'est ça qui te choque quand tu regardes ce match-là. Et même s'il va devenir immensément plus complet et qu'il est peut-être encore meilleur en 2015 avec une version plus mûre, plus aboutie de son tennis tout-terrain, cette efficacité, ce jeu sans faille, bah c'est ça hein, qui capte l'œil et c'est sur ça que Rafael Nadal va se briser les quenottes. Beaucoup de fébrilité hein, du côté de Rafa et on voit, on perçoit très bien que le 5-0 qu'il vient de prendre sur la saison, ça le mine définitivement. Il va réussir à réagir et c'est un match qui impose Novak Djokovic comme le nouveau meilleur joueur du monde. On a un véritable changement de garde, un changement de dimension de la part de Novak sur cette saison avec donc en point d'orgue je trouve hein, cette finale de l'US Open en 2011, surtout qu'il avait perdu contre Rafa l'année d'avant et Novak Djokovic qui va confirmer ça sur les 12 années suivantes et donc confirmer ce statut de meilleur joueur pour l'instant du 21e siècle. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce match et sur cette vidéo dans les commentaires. On interagit, on discute de Novak Djokovic, on discute de Rafa, on discute de cette sublimissime rivalité. N'hésite pas à t'abonner, à pousser aussi cette vidéo pour soutenir ce type de format. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens activement Service Volé, tu sécurises ton flux, tu débloques le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes et tu es satisfait ou remboursé pendant 45 jours.